Hello, thank you, Mediela. Bonjour tout le monde. Mon nom est Joseph Vumilia. Je parle de Montréal. De la part d'Initiative Changement Canada, je vous remercie de votre présence ici et de votre intérêt pour le sujet. Dans le but de favoriser l'apprentissage et la compréhension mutuelle entre des autochtones et des non-autochtones, This will help the natives and non-natives to understand each other. Initiative Changement Canada organise une série d'événements virtuels intitulés Cercle sur une vision du monde autochtone. This is part of the programs of Native Visions. Le sujet de notre cercle ce soir est Oka. Est-ce une crise ou un mouvement de résistance des peuples autochtones? 32 ans après ces événements, la dispute n'a pas été réglée. La question qu'on peut se poser est comment réagissons-nous et qu'est-ce que nous apprenons des résistances comme celle d'Oka et des blocus plus récents? Notre rencontre ce soir va se dérouler à peu près en 90 minutes, incluant des questions et des réponses. Mais si cela dure un peu plus longtemps, les participants qui ne peuvent pas rester sont invités à écouter l'enregistrement par la suite. L'enregistrement sera principalement en français, mais pourra capter tout en anglais, à l'ensemble du groupe. Vous pourriez poser des questions. Marie-Émilie, notre conférencière de ce soir, va présenter et vous pourriez poser des questions. Vous pourriez cliquer sur l'icône « Lever la main », comme Mariela l'a dit, chaque fois que vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire. Et je vais me charger de voir qui aimerait prendre la parole et je vais l'annoncer à Marie-Émilie. Si vous souhaitez vous exprimer en anglais, donc veuillez vous exprimer aussi. Et je vais lire la question et qui sera interprétée par Elisabeth et Marie-Émilie pourrait répondre à la question. Vous pourriez aussi donc poser les questions ou faire des commentaires en levant la main ou en utilisant la boîte de discussion ou le chat. Donc voilà brièvement comment on pourrait le faire. Et maintenant, avant de commencer, je passe à la reconnaissance territoriale. Cette rencontre qui unit des gens de différents endroits du Canada doit nous rappeler que plusieurs Premières Nations ont marché sur cette partie de l'Amérique du Nord qu'ils appelaient avec respect l'île de la Tortue. Nous sommes invités par les Kanien'kehá:ka, les Wabanaki et tous les peuples de l'Est et de l'Ouest de nous rappeler de cette belle histoire. Nous partageons ces territoires avec eux depuis des centaines d'années et nous sommes conscients de nos richesses individuelles et collectives à utiliser ensemble pour la protection de cette terre que le Créateur nous a prêtée
à tous. Maintenant, une brève introduction d'Initiative et Changement Canada. Ces sessions de cercle sur une vision du monde autochtone sont organisées par Initiative et Changement Canada. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, j'aimerais donner un très bref aperçu d'Initiative et Changement. Initiative et Changement est un mouvement mondial, est une communauté mondiale de personnes de cultures et d'origines diverses engagées dans la transformation de la société par le biais des changements dans les motivations et les comportements humains, en commençant par les leurs. Nous pensons qu'un regard honnête sur ses propres motivations et comportements est le début d'un changement global. Initiative et Changement propose 4 valeurs comme fondement de l'autoréflexion qui sont l'honnêteté, l'altruisme, la pureté de cœur et d'action et l'amour. J'invite maintenant Rosalind Wicks d'Ottawa à lire le texte sur l'expérience d'Initiative et Changement, d'expérience de travail avec les peuples autochtones, préparé par son mari Richard Wicks, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Bienvenue, Rosalind. Merci beaucoup, Joseph. Alors, pour mettre ça en contexte, mon mari et moi, nous avons vécu à Montréal pendant 8 ans, mais nous avons aussi, depuis ce temps-là, ici à Ottawa, nous avons suivi nos amis, plusieurs amis Mohawk. Et ce soir étant la conversation est au sujet du crise d'Oka. Alors, mon mari, qui ne pouvait malheureusement pas être là, ce soir m'a demandé de lire un peu ses pensées. Alors, je lis. Il me semble qu'une occasion d'examiner la crise d'Oka, qui est accueillie par Initiative et Changement, devrait inclure une référence à la façon dont ISC s'est engagé avec les gens de la nation Mohawk à l'époque et certaines mesures importantes qui ont été prises dans les années qui ont suivi. Nous avions de nombreux amis dans la communauté Mohawk de Kahnawake depuis qu'ils ont accueilli la troupe de Chants de l'Asie en 1976. En solidarité avec la position prise à Kanzatake, les Mohawks de Kahnawake ont bloqué le pont Mercier, coupant du même coup l'accès à la réserve par la route. Et 3 de nos amis, Kit Newman, Audrey Porter et moi-même, c'est-à-dire Richard, nous sommes organisés pour rendre visite à nos amis et leur apporter quelques provisions. L'ancien chef André de Lille a fait en sorte que nous soyons amenés par bateau, le seul moyen d'accès. Pendant tout ce temps, nous avons cherché les moyens d'établir un dialogue plus significatif avec les autorités. La crise d'Oka a agi comme une sorte de catalyseur ou de point d'appui pour un changement profond dans la relation entre les Canadiens et le peuple Mohawk. En 1992, 2 femmes Mohawk militantes se sont rendues au Centre international ISC à Caux en Suisse avec Laurent Gagnon, responsable d'ISC au Québec. Cela a conduit d'abord à une confrontation, puis à une profonde réconciliation entre Laurent, québécois,
et ses 2 femmes. Elles ont ensuite invité Laurent à Kahnawake, le présentant comme leur ancien ennemi, au grand chef, au maire de clan et aux guerriers de la crise d'Oka. La même année, Laurent a été invité à témoigner lors d'une audience de la Commission royale sur les peuples autochtones à Montréal, en raison de ce que les organisateurs de la commission entendaient des Mohawks au sujet de cette réconciliation. Merci, Rosaline, de ce texte qui témoigne le travail d'initiative et changement avec les peuples autochtones, et notamment après la crise d'Oka. Alors, j'invite maintenant notre conférencière de ce soir, Marie-Émilie Lacroix, à prendre la parole et à se présenter et à nous dire, à nous guider pour la suite de notre cercle ce soir. Marie-Émilie. Oui, Mishna Kamet tout à set Nutishnikashin, et Kokami Hindosh Mastoyash, Nochin, Taneshpanen, Minudakoshini. Tishimaderi Manutaya, Mayati Kala. Alors, bonsoir. Je vous ai dit bonsoir dans ma langue, en Inou. Et j'ai demandé comment ça allait et je vous ai souhaité bienvenue, tout en nous disant que je nous souhaite de passer ensemble un bon moment. Ben, je remercie Mme Weeks parce que ça illustre bien les propos de ce soir, que c'est possible d'avoir des alliances, d'avoir des bons moments ensemble, de partager des choses ensemble, tout simplement. Alors, ben, merci aussi Initiative et Changement de m'avoir invité. Je me présente tout de suite comme étant une femme Inou. Je suis conseillère aux affaires autochtones à l'UQAR. Je suis aussi chargée de cours à l'UQAR. Puis, avant tout, je suis mère et grand-mère. J'ai 5 enfants, j'ai 7 petits-enfants. Puis, je suis aussi une activiste puis une traditionnaliste dans ma culture. Guerrière. Je suis guerrière. Et le mot guerrière, chez nous, ça veut dire protectrice. Il faut faire attention à la définition. Je ne vais pas attaquer personne. Ce n'est pas mon genre. Ben, je vais parler aussi seulement pour moi. Hein. Je ne suis pas une spécialiste de rien du tout. Là. Je suis expert de ma propre vie et ça me suffit. On vous avait suggéré de regarder le film au cas 275 ans de résistance. Je pense que vous en avez appris beaucoup en visionnant ce super documentaire. OK. Donc, ce soir que moi, je vais vous présenter ça. Ben, d'abord, une petite introduction, bien sûr. Puis, je vais commencer par les étapes de colonisation. Je trouve ça tellement important qu'on comprenne ça avant. Ensuite, il va y avoir une partie qui ça va être un voyage dans le passé pour arriver dans le présent, mais en passant par Oka, évidemment. On va regarder les faits, les impacts de cette situation précise, l'importance des enfants chez nous, puis un petit peu d'enseignement à travers ça, et la fierté des peuples autochtones. Puis après ça, je vais arriver à la conclusion. Et comme on vous disait tout à l'heure, ben, je peux présenter un peu, puis si vous avez des questions à travers, on pourra prendre des questions aussi. Alors, ben, pourquoi ce titre? Parce qu'on vous a présenté comme ça, crise ou résistance d'Oka. Ça dépend du point de vue qu'on se place. Mais du point de vue des Autochtones, c'est une résistance, une parmi tant d'autres. Souvent, on me dit, ouais, les Autochtones, comment ça se fait à travers l'histoire? Ils n'ont jamais résisté, se sont laissés faire. C'est pas vrai. Sauf que peut-être nos actes de résistance n'ont pas été assez publicisés, tout simplement. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont été réalisés. Et au cas, pour nous, c'était un moment de résistance, tout simplement. Puis en passant, là, dans l'Ouest canadien, on a Wet'suwet'en présentement, qui est aussi un mouvement de résistance. La crise a été vue du côté des Québécois parce que pour eux autres, ça a été un moment difficile. C'était un moment de perturbation sociale. Donc, l'introduction. Alors, on va visiter l'histoire avec 2 buts bien
spécifique quant à moi. D'abord, informer, faire la lumière sur la vérité. Le deuxième but, c'est de permettre ainsi la déconstruction des préjugés qui sont basés sur des informations biaisées, mais dans un but précis, malheureusement. Alors, je m'adresse à vous comme des alliés, des agents de changement qui n'ont aucune responsabilité dans l'écriture de ces tristes pages de notre histoire canadienne. Donc, je ne veux pas que vous ayez des sentiments de culpabilité ou de honte qui ont comme seul effet de nous diviser encore plus. Nous, les Autochtones, avons eu honte. Pour certains, c'est-à-dire, ce sentiment-là est encore vivant. Ben, si nous vivons tous dans la honte, ben, on n'avancera jamais. On ne pourra pas se rejoindre, on ne pourra pas construire un avenir différent qui est riche de chacun de nous. Alors, nous allons parler de colonisation, de douleurs, de blessures passées et présentes, mais retenez surtout que nous sommes des peuples fiers, forts et résilients, qu'on a vécu à bien des guerres. Et disons-le, un ethnocide. L'oralité a permis que nous soyons là aujourd'hui pour vivre en harmonie sur l'île de la Tortue avec nous tous et tous les autres peuples de la Terre. Alors, donc, on va regarder ces étapes-là ensemble dans l'ordre qui suit, les étapes que je vous ai proposées tout à l'heure. Puis, c'est voilà. Et voilà, on commence par l'histoire. Vous avez la version d'Histoire du Canada qui a été écrite, que j'ai appris moi-même quand j'étais jeune et qui nous faisait cacher sous les bureaux tellement on avait honte de nos ancêtres, ce qu'ils avaient fait selon ce qui était écrit dans les livres. Mais j'ai dit que je commençais en premier, c'est vrai, je me suis trompée, par les étapes de la colonisation. Ça, je trouve ça important. Vous avez deux auteurs, Albert Memmi et Honneth, H-O-N-N-E-T-H, qui nous présentent les étapes de la colonisation. Remarquez que ces étapes de colonisation sont produites partout dans le monde et qu'elles se produisent encore ici et ailleurs encore, évidemment. Puis même, ça peut être dans nos propres familles ou dans nos endroits où on travaille. Alors, la première étape pour coloniser un peuple, c'est d'abord de trouver une faille. Alors, la faille qui a été trouvée dans nos peuples, ça a été la maladie. On a apporté des maladies qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pouvait pas soigner. La deuxième étape, c'est le clivage. Alors, étant donné qu'on était pris avec des maladies que notre homme médecine ou nos femmes médecines qui soignaient toutes nos maladies avant ne pouvaient pas soigner parce qu'ils ne connaissaient plus ces maladies-là, on les a mis de côté. Donc, on les a clivés. C'était le clivage. On les a mis de côté pour devenir dépendants des médecines occidentales. Entre vous et moi, c'était le but. Et la dernière étape, c'est la désolidarisation. Ça veut dire que le peuple est divisé. Il y en a qui sont pour la médecine occidentale, il y en a qui veulent rester avec les médecines traditionnelles. On ne sait plus sur quel bord prendre, donc on est désolidarisé. Si vous remarquez les crises qu'il y a eu dans le monde, même ici au Québec, il y a eu ces crises-là aussi, la colonisation fait son œuvre de cette façon. Donc, la première partie, on dit qu'on va voyager dans le passé. D'abord, une chose qui est importante, au Québec, il n'y a jamais eu de traité. Les traités, c'est dans l'Ouest canadien. Ensuite, il y a eu un principe de base qui a commencé avec la colonisation, c'est le principe du terra nullius. Le terra nullius a servi aux Occidentaux de s'approprier la terre parce que ça voulait dire que terra nullius, c'est une terre qui appartient à personne, donc on va la prendre. Sauf que dans la culture autochtone, et c'est un principe que je tiens très, très fort, c'est que la terre n'appartient à personne, sauf au Créateur, qui nous l'a donné pour la garder, la protéger, puis lui redonner à un moment donné. Sauf, c'est ça, la terre appartient à personne. C'est clair. Donc, les faits. On va regarder un peu, justement, comment ça a commencé, la fameuse histoire de Oka. D'abord, la mise en contexte, si on veut. Les Kanien'kehá:ka ont été connus toujours sous le nom de Mohawk. Mohawk, ça veut dire mangeur d'hommes. Alors, c'est pour ça que moi, j'enseigne aux gens de ne plus utiliser ces termes-là, qui ont été comme trop utilisés puis qui étaient trop dénigrants. Le vrai nom de nos amis, c'est Kanien'kehá:ka. Kanien'kehá:ka. OK? Excusez, c'est difficile à dire. Kanien'kehá:ka. Voilà. Qui veut dire peuple de la lumière.
peut vouloir dire aussi homme éclair ou le peuple du silex. Le peuple du silex, c'est plutôt celle-là qu'on entend utiliser. Ben voilà, vous voyez, un point de départ important. Ce n'est pas des mangeurs d'hommes, c'est des gens qui sont un peuple gardien de la lumière. Donc, ils ont adopté la langue anglaise parce qu'ils étaient plus proches des territoires, de toute façon, de New York et de l'Est des États-Unis. Beaucoup viennent de l'Ontario. Maintenant, on sait que les Ganengiaga sont près de Châteauguay, ou sont aussi à Kanesatake, puis à Kanawagé, à Kwasasne, qui est à côté de Saint-Régis. Donc, en 1985, l'Assemblée nationale du Québec les reconnaît officiellement comme l'une des nations autochtones du Québec. Ensuite, on va aller voir ce qui s'est passé avant ça, évidemment. Au début de l'histoire historique, on les appelait les Agniers aussi, qui étaient les Iroquois en général. Ils vivaient dans le Haut-New York, dans la vallée Mohawk. Maintenant, ils sont déménagés proche de l'île de Montréal. Ils ont vécu à plusieurs endroits sur l'île de Montréal avant de s'installer dans le secteur des Deux-Montagnes pour Oka. Tous ces déplacements étaient faits à la demande de la congrégation des Pères du Saint-Sulpice, qui ont convaincu les Agniers que c'était bon pour eux et qu'en dernier lieu, on leur promettait des terres au lac des Deux-Montagnes. Malheureusement, cette promesse, selon la thèse de l'histoire, n'a pas été tenue en 1721, donc à l'arrivée des Sulpiciens. Les Mohawks, aujourd'hui, donc, auraient droit aux terres de cette région parce que c'était l'entente qui avait été faite. 1760, la conquête des Anglais. Le nouveau régime, il commence par donner une pleine possession aux terres, le libre exercice de la religion, la circulation libre sur tout le territoire américain aux Autochtones de la région, dont le peuple Mohawk, afin de récolter leur allégeance. Hop là! Donc, une petite promesse qui cachait en arrière un désir. En 1780, la résistance commence. Là, c'est là que c'est important de retenir cette date-là. 1780, la résistance commence. La crise aussi, qui s'inscrit donc en continuité avec les luttes modernes. La résistance a atteint son apogée en 1877 avec une insurrection. Côté des autorités, on s'éloigne de plus en plus d'une reconnaissance des revendications Mohawks qui avaient eu lieu des années avant. Puis surtout avec l'adoption du Parlement du Bas-Canada d'une ordonnance en appui aux droits des Sulpiciens en 1840. On arrive en 1912 avec le Conseil privé de Londres qui confirme les chefs d'être chefs les droits du Conseil anglais pour les Sulpiciens. Donc, 1840, on avance dans le temps. Mais en 1840, il y avait déjà des recours qui étaient faits en cours, sauf que le truc avec les recours autochtones, si vous regardez dans les histoires du passé, c'est qu'on retarde tellement les procédures en cours que des générations passent. 1840, on arrive jusqu'en 1911, entre autres, qu'il y a une décision de Londres. Puis là, je vais vous lire un petit bout d'une lettre qu'il y a un grand chef Mohawk qui a écrit à Londres, parce que lui, là, il était vraiment découragé. Alors, j'aimerais vous résumer en quelques pages l'horreur de la situation qui fut nôtre, mais je ne suis pas certaine de réussir. Ça, c'est le chef Sazi qui dit ça. Nos pères s'étaient mis sous la protection des Français au fort de la Montagne dès 1662. Quand ils devinrent trop encombrants pour la colonie de Ville-Marie, on a déménagé les Mohawks jusqu'à l'endroit nommé Saut du Récollet. Quand on s'est aperçu que les terres du Saut étaient les plus fertiles de la région, on a cru bon de nous éloigner davantage pour concéder ces terres aux colons français. C'est alors en notre nom que les messieurs se firent concéder la seigneurie du lac des Deux-Montagnes. De tout temps, ils ont prétendu qu'elle leur avait été donnée à condition qu'ils s'occupent de notre bien-être spirituel et matériel. Parenthèse. Les Sulpiciens devaient construire un séminaire, je ne sais pas comment appeler, en tout cas leur édifice, là, avec une barricade, mais construire à l'intérieur des petites maisons pour la protection des Mohawks au cas où ils se feraient attaquer de l'extérieur.
Alors, ils ont construit leur édifice, mais ils ont oublié les petites maisons. C'est un peu ça ici qu'il leur dit. Il s'est engagé à les protéger spirituellement et matériellement. Nous avons toujours prétendu la même chose et quand nous avons voulu nous émanciper, quand nous avons voulu qu'ils cessent de s'occuper de nous, nous avons à bon droit réclamé cette seigneurie. Nous l'avons réclamée de 1760 à 1911, mais les tribunaux ne nous ont jamais donné raison. Quant aux messieurs, ils tenaient trop à la terre pour quitter les lieux, quelque mépris qu'ils aient entretenu en notre égard. Ben voilà. Une autre précision importante. La différence entre colon et colonisateur. Moi, j'en fais une maintenant. Je vous invite à lire le livre de Alain Deneau, Bande de colons. Et vous allez comprendre la colonisation des Français par les Anglais. Moi, je ne la connaissais pas, je l'ai appris là-dedans, puis ça m'a vraiment impressionné. Alors, quand il y a eu la 1760, la conquête par les Anglais, les riches français, qu'on appelait les seigneurs ou en tout cas, les gens riches, là, qui avaient des grands titres, les gouverneurs, ben, eux autres, ils ont eu le choix. Ou bien ils partaient ou bien ils restaient. Mais comme il y avait beaucoup d'argent, ils ont pris l'argent puis ils sont repartis en Europe. Ça, c'est les colonisateurs. Parce que les colonisateurs avaient du pouvoir sur les colons. Les colons, c'est les gens qui sont venus d'Europe aussi, mais qui étaient pauvres, puis qui cultivaient les terres, puis qui coupaient les arbres, puis qui avaient des bonnes relations, puis des mauvaises relations avec les Autochtones, ça dépendait. Alors, eux étaient pauvres, ils sont restés ici. Bien, ils ont continué le même système. Les colonisateurs, ils colonisaient les colons, puis ils colonisaient aussi les Autochtones. Une fois les colonisateurs partis, les colons ont continué à coloniser les Autochtones. Alors, vous voyez, ce système de colonisation-là, c'est un peu pour sauver sa peau, et c'est un système de pouvoir et de contrôle. Le territoire autochtone n'est pas considéré comme une réserve selon la loi sur les Indiens, donc il ne bénéficie pas de la même autonomie législative, administrative, c'est-à-dire. En 1974, le Bureau fédéral des revendications autochtones est créé, mais les revendications Mohawk sont rejetées 2 fois plutôt qu'une. On avance dans l'histoire. 1985-1986, il y a un contact direct avec la crise d'Oka qui se prépare. Le regroupement des citoyens d'Oka est fondé en réaction à la mise sur pied d'un centre de désintoxication pour la clientèle Mohawk, autochtone. La municipalité d'Oka appuie le groupe citoyen dans ses démarches, puis la chicane s'étend à des questions de zonage et de construction. La question, depuis 1760, 1789, c'est-à-dire que la question est sur le tapis, n'a jamais été réglée. 1990, le conseil, la ville de Oka appuie son groupe de citoyens, puis là, on commence à s'astiner sur le territoire. À la fin de 1988, le conseil de bande de Kanasarake publie une étude avançant que la communauté va doubler de population en 1996. Donc, on a besoin de plus de territoire. Le conseil cherche des terres qui rempliraient ce rôle et propose les terres limitrophes du terrain de golf. Le conflit se déclare lorsqu'en 1989, le maire d'Oka annonce un projet d'expansion du terrain de golf en question, ainsi que d'un projet résidentiel connexe. Lepage, qui a écrit le livre de météorialité que je vous ai mis comme note dans la discussion, que vous pouvez trouver sur Google, évidemment, bien, là-dedans, vous allez trouver les éléments qui ont précédé cette crise-là. Donc, à Kanasarake, une opération policière d'envergure a lieu le 29 septembre 1989. Déjà, la police arrive en 1989. Ça fait 7 arrestations, 6 mois à peine après le début de la campagne de désobéissance civile. Selon moi, dans ma petite connaissance de la loi, la désobéissance civile est permise au Québec. Bon, je comprends qu'il y a des limites. Ça, je suis d'accord avec ça. On arrive, 1990, enough is enough, c'est assez. Alors, le passé, il ne doit plus se répéter. Et c'est ça qui est dans la tête des Mohawks de Kanasarake, oui. Donc, on estime que les ancêtres ils ont été spoliés par les colons et qui se sont appropriés des vastes seigneuries.
pour les revendre ensuite à des Blancs. Et les Autochtones repartent en guerre, donc, pour faire valoir leurs droits territoriaux. C'est cette question-là qui traîne depuis des siècles et des siècles. Chez les Inuits, c'est la même chose. Sur les Atikamekw, les Anishinaabe, c'est la même chose. On n'a jamais réglé la question territoriale à nulle part au Canada. Tant qu'on ne fera pas ça, on va avoir bien de la difficulté à parler de réconciliation. Alors donc, ben là, solidarité chez nous, c'est fort. Il n'y a pas seulement maintenant Kanesatake qui est en guerre. Il y a Akwesasne, il y a Kanawagé, mais il y a des petits amis qui descendent des États-Unis aussi. À l'heure actuelle, à Wet'suwet'en, c'est la même chose. C'est solidarité. Puis nous, les gens de toute la province de Québec, tous les Autochtones de la province de Québec, on est unis avec là-bas. On veut protéger le territoire. Puis c'est bon pour vous. Ça vous empêche de polluer votre vie, puis votre eau, puis votre air. Donc, on vient. Moi, je m'écarte des fois. Hein. C'est sûr qu'ils sont armés, les Autochtones. Ils sont armés. Bien, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller occuper une forêt de pins qui habite le cimetière. Une autre parenthèse. J'ai vu combien de fois sur nos communautés ici au Québec, les cimetières inondés pour faire des réservoirs pour les barrages. Bien, la question est la même pour tout le monde. Si on décidait d'inonder le cimetière de Valleyfield ou du centre-ville de Montréal, le gros cimetière Montréal à côté du Mont-Royal, je ne suis pas sûre que les Québécois, les Canadiens accepteraient ça, ou en Ontario ou en Alberta, peu importe. Les cimetières, c'est sacré pour tout le monde. Alors donc, c'est sûr qu'on veut protéger ça. Terrain de golf. Il y a 9 trous, puis ils en veulent 18. Bon, et on veut raser une pinède pour ça, mais la pinède est merveilleuse. Hein? Ça vaut la peine que vous alliez voir. Elle a beaucoup de valeur aussi pour les Autochtones. Ils l'utilisaient aussi comme terrain communautaire. Ça avait été utilisé par des centaines d'années par les ancêtres. Alors donc, il y a eu malheureusement une personne qui est décédée à ce moment-là, le caporal Lemay. Puis, ça a fait bien de la peine, ça, chez les Autochtones. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait des négociations. Et le gouvernement n'a jamais accepté les négociations. Le 26 septembre, donc, 1990, c'est fini, mais l'armée s'en est mêlée. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Bien, c'est un peu ça que je veux vous parler. C'est les impacts. Quel impact que ça a eu sur la communauté? Il y a eu des impacts énormes, ça, là. D'abord, il y a eu des gens qui ont été traumatisés à la vie. Moi, je vais parler pour les femmes et les enfants en premier, parce que c'est évident que c'est peut-être elles qui ont subi les plus grands chocs. Il y avait des femmes qui étaient avec des armes. Il y avait des femmes qui étaient sans armes, en ligne devant l'armée. Mais l'armée était un peu fermée à entendre les discussions. Vous savez, M. Bourassa, là, il n'a pas vraiment aidé à améliorer la situation. Pas du tout même. Alors, d'abord, les enfants devaient se cacher. Moi, j'ai des flashs un peu de... Ben, vous avez vu le film. Excusez. Dans le film, on le voit un peu. Hein? Les enfants, quand ils entendent les gens tirer des coups de feu, les mères les ramassent puis on se cache dans les maisons. Mais à un moment donné, les maisons ne sont plus sécuritaires non plus. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme un mois et demi après, le gouvernement il a dit OK, on va faire sortir les enfants, puis les femmes, puis les personnes âgées qui sont restées dans les communautés. On les ravitaillait. On leur amenait de la nourriture par camion. Comment ça s'appelle? Armée du Salut amenait de la nourriture par camion. Mais à un moment donné, les Québécois arrêtaient les camions, puis ils faisaient des dégâts. Hein? Ils ouvraient des poches de farine, ils vidaient l'huile végétale. Finalement, la nourriture arrivait à varier sur la communauté. Parce qu'on a dit, bon, on va sortir les gens. Mais quand on a fait sortir les gens en caravane, ça allait bien pour un bout.
Mais quand ils sont arrivés vers le pont, ça allait moins bien. Alors, ils se sont fait lancer des roches. Bon, là, maintenant, ça, vous l'avez vu, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais imaginez-vous les enfants dans les autos, les femmes qui conduisent les autos, parce que les hommes étaient la plupart restés là-bas, les personnes âgées, pour recevoir des roches, les vitres éclatent, les enfants sont couchés dans le fond, ça pleure, même les personnes, même les mères pouvaient pleurer en conduisant, c'était vraiment traumatisant, là. Ensuite, tu arrives l'autre bord, puis là, ben, tu te ramasses dans un hôtel, on les avait hébergés dans des hôtels. Ben oui, c'était agréable pour un temps. Mais après ça, il y a eu d'autres affrontements où les gens ont vécu des impacts psychologiques énormes. Tu sais, quand on a brûlé l'effigie d'un Autochtone en haut d'un grand poteau, là, il y avait des enfants, il y avait des femmes, parce qu'ils étaient rendus de l'autre côté, là, qui ont vu ça. Moi, je m'imagine comment ça peut être terrible. Ça veut dire qu'on te déteste, toute ta nation. On ne te veut pas ici. Débarrasse, disparaît. C'était les mots qu'on leur criait aussi quand ils passaient en auto. Bien, c'est pas mal traumatisant. Puis les policiers, souvent, étaient à côté. Ils voyaient passer ça. Puis ils riaient, placotaient entre eux autres. Puis ils ne faisaient pas grand-chose d'intéressant. C'est sûr qu'il y avait une vision différente. C'est toujours une opposition de vision dans ces situations-là. L'armée faisait son travail. Les policiers faisaient leur travail. Mais est-ce qu'il y avait vraiment l'information? Moi, je sais que quelque temps après, il y a des policiers, puis il y a des gars de l'armée qui ont eu la véritable information, puis ils n'ont pas trouvé ça intéressant. Mais c'est ça. Donc, tu sais, ça fait en une heure, là, en quelques heures, c'est-à-dire à un moment donné, durant la crise, il y avait juste une centaine de policiers. D'un coup, il y en avait 1000 qui ont apparu. Les gens, ensuite, c'était les chars d'assaut, c'était tous les coups de feu, puis les explosifs, puis tout ça. Bien, juste ça, c'est traumatisant. Tu sais, les Québécois, là, on n'a jamais eu à vivre ça, là. Ça se passait au Québec pareil. Les Québécois appuyaient fortement, les Québécois, les gens de la région appuyaient fortement. Pas tous. Il y en a qui étaient contre. On a entendu des témoignages, puis certains Québécois étaient contre parce qu'ils disaient il faut faire autre chose. On peut vivre ensemble. On peut négocier. C'est ça. Mais on parlait encore du mot réserve. Moi, je veux qu'on enlève ce mot-là, mais dans ce temps-là, c'était ça. La réserve encore, on l'entourait de barbelés. On a même mis de barbelés dans l'eau. Mais les Autochtones n'avaient pas l'intention du tout de s'enfuir. Ils avaient l'intention de rester là. Ouais. Finalement, M. Bourassa, il a dit, lui, qu'il avait envoyé l'armée pour la protection de la population. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de protéger la population autrement que par les armes? On est dans un pays dit civilisé. Mais pour moi, quand on est dans un pays dit civilisé, on parle. On s'assoit, on parle. J'ai vu plusieurs moments dans la crise là, que les Autochtones voulaient négocier. Ils ne voulaient pas que les choses s'enveniment. La négociation n'était pas possible. La police était épuisée après 40 jours. Ça se comprend. Mais M. Bourassa dit OK, on va remplacer ça par l'armée. Ouais. Le premier ministre, il voulait que l'armée règle le problème à sa place, selon la version des Autochtones. On ne l'a pas vu souvent négocier, là, lui. Je veux aussi faire mentionner qu'il y avait un ministre, il me semble, le ministre Chacha, qui a fait des pas. Il a bien essayé, lui aussi, d'éviter des drames, puis la situation déborde, mais il n'a vraiment pas été suffisamment écouté. C'est ça. Se cacher. Se cacher. Les enfants devaient se cacher. Les femmes devaient se cacher. Bien, je veux dire, j'hésite parce que dans le fond, moi, je me suis cachée longtemps. Et quand on se cache, on joue un rôle. On porte un masque. Et à la longue, on devient des personnes, on s'endurcit.
Et les enfants, dans cette crise-là, un des impacts, c'est qu'ils ont fait un peu le choix de s'endurcir. Mais quand on s'endurcit, on se brime soi-même beaucoup parce qu'on se coupe de nos émotions. C'est des séquelles psychologiques qui sont encore très vivantes. Se cacher pour pleurer aussi. Hein? Il faut faire les durs. Puis souvent, même dans les pensionnats, je me souviens, c'était une phrase qu'on entendait beaucoup, « Je ne vais pas pleurer. La seule chose qui me reste, c'est mes larmes. Ils ne les auront pas. » Vous voyez, c'est toujours des situations de colonisation, de violence coloniale, qui nous amènent à se renfermer, à devenir une autre personne qu'on aurait pu être. Et donc, il y a eu des impacts sur les communautés aussi. Aujourd'hui, si on regarde la communauté de Kanesatake aujourd'hui, il y a une grande division. On en parlera un peu plus tard. Il y a une grande division sur la communauté. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les impacts de la colonisation, c'est la dernière, la désolidarisation. Et ça marche. Ça marche beaucoup. Ensuite, les relations entre eux-mêmes, entre les Ganagé-Anga là-bas, sur Oka, et les relations avec les non-autochtones. Ça a gardé aussi des séquelles. La pensée populaire québécoise de 1990, elle a eu des impacts sur les gens de Montréal. Maintenant, à Montréal, je ne sais plus, mais je sais que quelques années après ça, les Autochtones à Montréal, on n'était pas très bien vus. Moi, j'entendais dire, à Montréal, on préfère les Noirs aux Autochtones. Ils étaient mieux accueillis. Ça change. Ça change énormément parce que tantôt, on verra aussi pourquoi ça change. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'anime l'exercice des couvertures, puis il y a une femme non autochtone qui vit de l'autre bord de Oka, de Kanesatake aussi. Elle me disait que quand elle était petite, dans le temps des fêtes, il devait traverser en auto la réserve pour venir voir la famille de ce côté-ci. Parce que les parents disaient aux enfants, cachez-vous dans le fond de l'auto, on traverse la réserve, puis les Indiens sont dangereux. Alors, les enfants se cachaient dans le fond de l'auto. Et ils ont fait ça durant quelques années, je suppose. Puis une année, la vie fait bien les choses. L'auto, ils ont fait une crevaison juste devant la fameuse réserve. Alors, le père débarque de l'auto, les enfants étaient cachés dans le fond. Il arrive un grand Mohawk, puis il dit au monsieur, peux-tu vous aider? Et il a aidé, il a changé le pneu. Puis vous savez, les enfants étant ce qu'ils sont, bien, ils ont monté le nez un peu pour voir par-dessus, pour voir dans la fenêtre. Puis ils ont vu le grand monsieur, il n'était pas méchant, il aidait papa. Le voyage a continué comme ça. Alors la madame a dit, moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi ils sont méchants. Alors quand elle était une adulte, elle a pris des enfants Ganagé-Anga en famille d'accueil. Et savez-vous quoi? Elle s'est aperçue que c'était des enfants normaux. C'est des enfants comme tout le monde. Mais ça, pour elle, ça l'a déconstruit son image qu'elle avait qu'on lui avait mise dans la tête. C'est pour ça que moi, je demande aux gens aujourd'hui, quand vous avez des questions, posez-moi-les. N'importe quelle question, même si vous pensez que ça n'a pas d'allure, on reste dans le respect, là. Mais je veux dire, j'aime mieux entendre des choses affreuses, mais au moins pouvoir les déconstruire pour qu'on passe à d'autres choses. Alors, il y a des conditions socio-économiques aussi sur les communautés. Les conditions socio-économiques sur les communautés, ça dérive en tout cas, de tous les problèmes de colonisation. Comment serait la communauté d'Oka aujourd'hui si elle n'avait pas été bloquée dans le passé comme elle a été bloquée, économiquement? Parce qu'en fait, on est des gens qu'on est très capables. Vous savez, les Ganagé-Anga et les Wanda, c'est des Iroquois. Les Iroquois sont reconnus comme étant des gens d'affaires. C'est des gens qui sont capables de négocier beaucoup, qui réussissent très bien en affaires. Il y en a qui sont en affaires. Bien, si on avait les moyens de sortir de ce trou noir dans lequel on nous garde, les Autochtones seraient profitables à l'économie du Canada. Je donne l'exemple, et vous irez chercher sur Internet parce que je ne vais pas le faire, là, de l'île de Manitoulin.
Manitoulin, dans Ontario, pas loin, là. Eux autres, ils rapportent des millions par année au gouvernement du Canada parce qu'ils ont de la grosse économie. Les AAU à la baie James, ils font une grande part dans l'économie du Canada. Parce qu'au lieu d'entendre qu'on est un poids lourd à traîner, bien, si on avait les possibilités, si on n'était pas toujours tenu dans la pauvreté et dans nos limites, bien, on serait aussi des gens qui profiteraient à l'économie du pays. C'est ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. Bien, donc, les impacts, si on résume, il y a eu des impacts psychologiques immédiats. Évidemment, tu vois des gens à côté de toi qui tirent. Tu es un enfant. C'est mentalement très, très impressionnant. Tu es en auto, tu te fais lancer des roches. C'est impressionnant. C'est traumatisant, disons. Puis, finalement, tu entends les cris, tu entends toutes les chicanes, puis les mauvaises choses qu'on dit sur ta nation. Ça marque. La honte s'installe, ça, je peux vous le dire. Les impacts économiques qu'on vient de voir, la pauvreté aussi, puis la division sur la communauté. Je pense que c'est déjà pas mal d'impacts. À court, à moyen et à long terme, parce qu'on est encore là-dedans aujourd'hui. Chez nous, les enfants sont très importants. Très importants. C'est la plus belle richesse qu'on peut avoir. On enseigne nos enfants à devenir autonomes très jeunes. Les enfants apprennent en observant, en écoutant, puis ensuite, ils peuvent agir. Ça, pour moi, là, c'est la philosophie de base. Puis moi, je l'enseigne partout. Observe, écoute, agis. Avec ça, là, tu es pas mal bien équipé pour te débrouiller dans la vie. Mais on enseigne aussi à nos enfants qu'on doit protéger l'environnement, protéger l'eau, protéger la terre, protéger les humains, protéger les arbres, protéger les animaux pour les 7 prochaines générations. Bien, je pense que vous faites partie des 7 prochaines générations. On vit tous sur la même île, l'île de la Tortue. On enseigne aussi, on appelle ça les 7 enseignements des grands-pères. Et ça, j'aime toujours les dire parce que c'est une richesse pour tout le monde. Les 7 enseignements des grands-pères, c'est un chemin de vie pour toute la vie. C'est des valeurs, dans le fond, qu'on veut appliquer pour devenir la meilleure personne possible. Mais vous savez, quand on s'est fait démolir par les pensionnats, on s'est fait démolir par la rave des années 60, les écoles de jour, les écoles de formation, la DPJ, puis des crises comme on a passé à travers des siècles, bien, on est démoli assez pour être bloqué. Sauf qu'à un moment donné, dans notre vie, on se rend compte qu'on est capable de vivre autre chose, puis qu'on veut passer à autre chose. On appelle ça chemin rouge. On embarque sur le chemin rouge. Mais le chemin rouge, c'est les 7 enseignements des grands-pères qu'on va installer dans notre vie progressivement avec l'aide de bien des gens autour de nous. Ça, là, c'est bon pour tout le monde. On est tous des humains. Alors donc, les 7 enseignements des grands-pères, c'est le respect, la sagesse, la vérité, l'honnêteté, l'humilité et le courage. On a tous besoin de ça dans notre vie. On est tous des humains pareils. Pour nous, les Autochtones, une chose qui est importante et qu'on nous a blessés énormément, c'est les noms. Tantôt, je vous donnais par exemple que Mohawk, ça veut dire mangeur d'hommes, alors que Ganyengue Aga, ça veut dire le peuple du silex ou le gardien de la lumière. C'est pas mal plus beau. Moi, mon nom, c'est Missinak Kamel Toutasset dans ma culture. Bon, c'est un nom spirituel. Mais ce nom spirituel-là nous désigne vraiment qui on est. Marie-Émilie Lacroix, là, vous pouvez en trouver des centaines de personnes qui s'appellent de même sur la Terre. Ça ne me désigne pas moi. Missinak Kamel Toutasset, ça veut dire, Missinak d'abord, ça veut dire tortue. Bien, moi, je peux m'appeler tortue parce que j'ai été sage-femme. OK? Kamel Toutasset, c'est une aînée qui m'a donné ce nom-là. Je n'aurais jamais pris ce nom-là. C'était bien trop prétentieux de ma part. Ça veut dire celle qui fait du bien. Mais comme j'étais enseignante et que je suis travailleuse sociale, sage-femme, c'est ma vocation, c'est de faire du bien. C'est ma mission. Puis c'est ce qu'on m'a donné en me donnant ce nom-là.
Donc, vous voyez l'importance du nom spirituel. Alors, quand on se fait donner des numéros ou qu'on se fait traiter de sale indien ou de n'importe quoi d'autre qu'on n'aurait pas besoin de vivre, qu'on est trop sur la terre, bien, ça fait du mal, ça aussi. Alors, on est fiers d'être autochtones. On est fiers d'être des combattants. On est fiers d'être des parents résistants parce qu'on a le droit de vivre sur cette île qui est un don du Créateur, comme je disais tout à l'heure. OK. Si je résume la fameuse crise d'Oka, c'était une crise pour le gouvernement parce qu'on lui remettait dans la figure une situation qui datait depuis presque 200 ans, qui n'avait jamais réglé d'un siècle à l'autre. Puis, c'était une crise aussi parce qu'il y avait eu le blocage du pont Mercier. Donc, les Autochtones, ils ne pouvaient pas se rendre de l'autre côté pour aller à leur travail ou tout simplement pour aller faire ce qu'ils avaient besoin de faire. C'est sûr que c'était dérangeant pour eux autres. Mais moi, je me dis, c'est peut-être, je ne sais pas, là, dans ma tête, à moi, il me semble que c'est comme la première fois dans l'histoire du Canada ou du Québec, entre autres, que les Autochtones nuisent au quotidien des non-autochtones. C'est sûr que c'était très, très mal pris. Mais depuis ce temps-là, on évolue. On passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses. Mais la volonté d'affrontement, elle n'a jamais été écrite dans notre part de l'histoire. On n'a jamais voulu affronter. On se défendait, on voulait négocier. Tu sais, chez nous, la façon qu'on avait de parler, c'était les cercles de parole. Puis les cercles de parole, maintenant, vous devez connaître ça parce que ça se fait tellement partout. Et dans un cercle de parole, il n'y avait pas de perdant. Tout le monde gagnait parce que on s'entendait, on s'exprimait jusqu'à temps que tout le monde soit d'accord sur la même position. On n'essayait jamais de faire changer d'idée à une personne. Pour ça, des fois, ça pouvait durer 2-3 jours, puis des fois plus long que ça. On avait des problèmes importants, mais il fallait prendre le temps de se parler, puis que tout le monde soit d'accord. Mais avec Oka, il n'y en a pas eu de négociation avec le gouvernement. Toujours avec le gouvernement. Moi, je parle toujours avec le gouvernement. Les citoyens, il y en a qui auraient voulu, mais il y en a qui étaient moins prêts. OK. Donc, chez les peuples autochtones, on a parlé qu'il y avait beaucoup de solidarité. Et les enfants étaient importants, qu'on a toujours été obligés de fuir. La résistance d'Oka, c'était un moment où on a décidé qu'on ne fuyait pas. On affrontait. Maintenant, on a des avocats, on a des droits en cours, bien, on en profite. 2022, est-ce que c'est réglé la crise? Pas sûr. Pas sûr. Il y a encore de la résistance à faire. Il y a encore beaucoup de résistance. Mais comme j'ai dit au début, bien, ça ne va pas bien sur la communauté de Kanasaraki. Soyons honnêtes. Parce que il y a le statu quo, puis il y a une crise interne qui se vit présentement à l'intérieur du conseil de bande et qui rend difficile toute tentative de discussion entre les deux. Mais entre vous et moi, la crise interne, c'est une division à l'intérieur même de la famille du chef, puis entre le chef et les conseillers. Bon. Mais, tu sais, la division, là, moi, je me souviens d'un proverbe qui dit diviser pour mieux régner. Ça marche. Ça a bien marché dans le passé, puis ça marche encore aujourd'hui. Sauf que c'est une attitude colonialiste. Puis je trouve ça bien dommage que maintenant, on vive ça chez les Autochtones. Puis je vous dirais, entre vous et moi, là, que ce n'est pas seulement chez les Kanien'kehá:ka que ça se vit, la division. On a de la division de notre côté, nous autres aussi, dans l'Est de la province. C'est comme si on avait intériorisé ce qu'on a vécu dans le passé. Quand on a vécu les pensionnats, on a été divisés de nos familles. Nos familles ont été divisées entre elles par l'évangélisation. L'évangélisation qui a été faite encore là sur une base, disons, qui profitait plus
moi je me mêle toujours, aux Occidentaux que la réalité. Donc, la division, malheureusement, elle s'est installée chez nous. Ça peut être inconscient, mais elle est quand même là. Le dysfonctionnement au conseil, donc, c'est la responsabilité de tout le monde, mais personne ne la prend pour soi. La déresponsabilisation, c'est rendu une attitude presque générale aussi. On se déresponsabilise, c'est toujours les autres, c'est toujours la faute des autres. OK. Donc, il y a une perte de confiance, évidemment. Il y a une perte de confiance énorme qui s'est installée depuis le début des rencontres avec les colonisateurs, de toute façon. Ben oui, là, on vient de me dire qu'il faut que je passe à d'autres choses. Je vais passer à d'autres choses. Il y a une condition irrévocable, selon le maire de Oka, pour que l'entente se fasse avec les Kanien'kehá:ka. Ben, il dit lui-même que les contacts, d'abord, ils n'ont jamais été au beau fixe. Tout demeure fragile, mais qu'il n'est pas question de concéder beaucoup sur le territoire. Parce que la question du territoire va toujours rester là, pour un bout encore, tant que personne ne va vouloir s'asseoir pour se parler, se respecter, et respecter les droits territoriaux. Tu sais, on n'en veut plus des interprétations sur notre présence. On est là. Les Kanien'kehá:ka, ils sont là. Et j'espère qu'ils sont là pour rester. Hein? Parce que si on laisse sur les interprétations de la loi, on va manquer le bateau, disons. Alors, moi, si je vois à ma conclusion, bien, le colonialisme, il est encore présent. Il est toujours présent. Il est présent dans nos institutions. Vous en subissez des conséquences. Nous en subissons des conséquences. Bien, c'est ça. Chez nous, la colonisation, on la voit aussi dans le sous-financement. Le sous-financement de nos services sociaux, des services de santé, des services d'éducation, de tous les services en général. C'est très fort aussi au niveau du gouvernement. Je disais cette semaine un exemple. Il y a un employé des fonctionnaires autochtones, un fonctionnaire autochtone qui se fait dire par un fonctionnaire Ottawa, là, qui rentrait au bureau le matin. Le fonctionnaire d'Ottawa lui dit « Laisse donc ta culture dehors. » Ça veut dire ton identité, là, ta personnalité, là. Viens ici pour faire ton travail, puis le reste, là, oublie ça. Moi, je ne suis pas capable d'admettre ça. On ne vous demande pas, vous autres, d'effacer votre identité. Donc, il y a moins de promotion aussi. Hein. Au niveau du gouvernement, moi, je vois du côté du gouvernement un refus d'agir. Ça semble. Je ne sais pas pourquoi. La Commission Vérité et Réconciliation, puis toutes les autres affaires qui ont eu lieu au niveau du gouvernement, bien, c'est comme, c'est important que ça ait été fait. Mais quand c'est le temps des actions, c'est remis entre les mains de la population, puis je trouve ça extraordinaire. Parce que les appels à la réconciliation, c'est entre nous, il faut qu'on va les réaliser. Bien, c'est nous. Puis ça a pris, pour réveiller les Canadiens et les Québécois, ça a pris des morts. On a eu les morts dans les pensionnats, là, les enfants qui ont été découverts. Il y en a encore, puis je pense qu'on ne le dira plus. Là. On va garder ça entre nous, entre les Autochtones. On a eu ensuite le principe de Jordan, à cause qu'un enfant autochtone est mort. On a eu Joyce Echequan, qui a réveillé aussi une partie des Québécois. On a eu les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui a réveillé aussi une partie du monde. Bien, donc, c'est dommage, mais au moins, on avance. Tu sais, la Commission Vérité et Réconciliation, le premier mot, c'est vérité. Alors, ce soir, j'espère vous avoir apporté un petit brin de vérité sur une situation qui était peut-être mal interprétée. Mais la vérité, il faut la découvrir ensemble, puis il faut continuer à la chercher. On n'est pas prêt, personne, à la réconciliation. Pas prêt, personne à la réconciliation. On est prêt à la guérison. Puis chez nous, ça va prendre du temps à se guérir. On va se guérir entre nous, on va se guérir ensemble. Puis vous avez besoin de guérison parce que vous avez été colonisés. Les Français, en tout cas, selon Deneau, pas selon moi. Puis, après ça, là, on va écrire ensemble des nouvelles pages de l'histoire.
Entre-temps, moi, ce que je vous demande, c'est d'être des alliés. Puis vous l'êtes parce que vous êtes là en soir. Ça fait que aidez-nous à obtenir notre autogouvernance. Aidez-nous à vivre comme on peut vivre, comme on a le droit de vivre. Et mon mot de la fin pour moi, ce serait j'ai beaucoup d'espoir en vous, dans la jeunesse, dans l'Alliance. Ben voilà. Bien. Merci énormément, Marie-Émilie, de ta riche présentation qui a présenté clairement comment la crise d'Oka a commencé, parce que beaucoup de gens pensent que la crise d'Oka a commencé en 90 et maintenant on sait que ça a commencé bien avant, il y a plus de 200 ans. Je te remercie beaucoup. Maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais les gens pouvaient poser vos questions, soit en levant la main ou en écrivant dans le chat. Voilà, donc c'est le temps de poser les questions. Je veux juste rappeler que j'ai parlé en mon nom, hein? Puis moi, des fois, je m'emporte. Okay. Très bien, on l'a bien compris. Gênez-vous pas, s'il vous plaît. J'aime ça, les questions. Hein? Alors, les questions? Oui. Joy. Hello, can you hear me? Yes. Yeah, okay. So I appreciate ready for healing, but not reconciliation. I've heard that over and over again. But even ready for healing is going a long way. We all sides, we all need healing. And I just wonder, you talked about the blanket exercise. Did you do that at Ganawagi or Kanasatake? Or are you doing some more blanket exercises? Because they are a very good way of helping us understand the truth. And a further question to that is, what is being done to unify the communities? I was thinking of Chateauguay, where so much hurt was felt by your people, by the indigenous people of Ganawagi and Kanasatake. So what is being done to bring healing between the two communities or three communities? Alors, Marie-Émilie. Je vais revenir au début de vos questions. La guérison. Ben, la guérison, on va la faire en se rencontrant. C'est-à-dire, ensemble, comme on fait là. On se parle, on se rencontre, on se voit. Et moi, je l'invite beaucoup à aller sur les communautés autochtones, à aller visiter les communautés autochtones. Sur chaque communauté, vous avez des musées. Vous avez des powwows aussi. Et les powwows, c'est invité à large. Tout le monde y va. Moi, je suis allée quelques fois à Kanasatake au powwow. Puis, c'est un très bel endroit. C'est un super beau powwow aussi. Mais la blessure, comment elle se guérit pour les Ganyengue Aga, ce qui a été fait pour eux autres, bien, les blessures, ça se guérit dans la communauté, premièrement. C'est toujours dans la communauté qu'on va guérir ça ensemble. Et quand il y a de la division comme maintenant il y a, c'est bien difficile. Puis là, je ne parle pas juste pour Ganyengue, je parle pour nous aussi. Il y a de la division chez nous aussi. Parce qu'on a comme beaucoup de travail à faire de notre côté, nous autres, même les Autochtones, pour ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait,
il y a de plus en plus de projets, d'organismes, puis il y a de plus en plus de gens sur les communautés qui sont forts, puis qui prennent des initiatives de guérison. Soit dit en passant, c'est que même s'il y a des malentendus entre deux communautés, il y a des individus de chaque communauté qui continuent à se fréquenter. On a des amis, même si on a des amis dans les communautés où ils ne s'entendent pas. Là. Les deux communautés ne s'entendent pas, mais entre nous, on s'entend pareil. Parce que la guérison, on la fait quand disons, un peu comme ça, comme on peut. La guérison va se faire aussi beaucoup par l'éducation. Et c'est pour ça que je reste en poste. L'éducation, c'est très important. Ce soir, j'en ai fait de l'éducation, mais je travaille avec des enfants. Je travaille avec le primaire, avec le secondaire, avec le cégep, à tous les niveaux, parce que c'est par là que ça passe. Je le fais par l'exercice des couvertures. L'exercice des couvertures, c'est un moyen extraordinaire de guérir, d'informer, de passer à d'autres choses. Demain, je le fais justement à Montréal à 2 reprises. Mais depuis qu'il y a des corps des enfants, des pensionnats ont été découverts, je peux vous dire qu'on le fait au moins 5-6 fois par mois. Les demandes, ça afflue de partout. Même des fois qu'on est obligé d'en refuser maintenant. Ben voilà. Parce que la guérison, pour vous puis pour moi, ça passe par la solidarité. La journée qu'on comprendra que la Terre n'appartient pas à personne, qu'on vit sur la même planète, que je peux mettre le pied là, puis que je suis chez moi, au lieu de dire « Hey, m'a fait une lettre d'avocat, m'a envoyé une poursuite parce que tu as mis ton pied chez moi. » Ça ne va pas. Parce que moi, je dis à l'heure actuelle, on accueille des gens des autres pays, c'est extraordinaire. La Terre appartient à personne. C'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent. Mais ça, je ne pense pas que ça, c'est rêver vraiment en couleur. Mais de plus en plus de gens sont accueillants, puis qui sont décidés ou qui sont intéressés à connaître nos cultures, puis à aller nous visiter. Une autre chose peut-être aussi pour la guérison, quand vous rencontrez un Autochtone sur la rue, ben ici, nous autres au Québec, on dit « couille ». Dans l'Ouest, je pense que ça doit être « couille » aussi, là, parce que ça va y faire plaisir. Parce qu'il va dire « Hey, je suis reconnu ». Si vous avez une communauté autochtone qui est proche de chez vous, apprenez quelques mots dans la langue de ces gens-là. C'est respectueux, c'est poli, puis c'est de la guérison, c'est de la solidarité, c'est de l'alliance, c'est un pas vers l'avenir. C'est comme ça qu'on va faire la réconciliation. Parce que avant d'avoir une réconciliation, là, il faut une conciliation. Il n'y en a jamais eu de conciliation dans l'histoire. La seule conciliation qu'on a besoin, qu'on aurait dû avoir, c'est le gouvernement avec les Autochtones. Donc, la réconciliation, moi, je dis, c'est l'affaire du gouvernement. C'est à lui à réparer le mal qu'il a fait, le tort qu'il a fait. Vous n'avez rien fait, ni vous, ni vos ancêtres. Vous êtes des alliés, des amis. C'est ça, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Est-ce que ça répond à votre question? Is it a good answer for you, Joy? Thank you. OK. Oui. Prakash? Prakash would like to ask a question. Daniel Picot. Daniel Picot, elle levait la main. Non, monsieur en bas. OK. OK. Prakash, you're muted. Prakash? Oui? Yeah, okay. Can you hear me now? Yes. Yeah, okay, good. So I'm a board director for Applied Science Technologies and Technicians of BC. So there's 10,000 members there. And there is another association called the Engineers, which has 30,000. So one of the requirements, and that is brought on very recently, is to have a understanding of the indigenous people, the First Nations people. So I think that's a very good initiative, but still there is some resistance for the technologists and technicians and engineers saying, why do we need to learn? I see the benefits because I've been through the
the Oka crisis and the Gustafsson crisis and the Chief McCurdy when he had the nonviolence conference. And so I saw the benefits of all this. But now there is a little bit of resistance just to know the culture, the First Nation people. So there is resistance. How do we take? How can you solve this? How can we help with this? Okay, I like this question. Une bonne question. Comprendre les autochtones. C'est difficile de comprendre quelqu'un quand on ne vit pas à sa place, là. Mais au moins comprendre sa situation, comprendre ses réalités pour éviter de les juger. C'est les fameux préjugés, toujours les fameux préjugés qu'on revient là. On a des idées faites sur les Autochtones parce qu'elles ont été construites négativement. Il faut déconstruire ces idées-là. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la formation. Dans les organismes, il faut de la formation. Dans les écoles, dans les hôpitaux, il faut de la formation pour comprendre. Tu sais, les Autochtones, c'est les premiers peuples. Ils étaient ici avant tout le monde. Et tout à coup, ils se sont fait tasser. On était 7 à 8 millions au début. Puis en quelques années, ça a diminué jusqu'à 250 000. Là. Ça a été un nombre effarant. Là. On s'est fait... il y a eu une supériorité, une domination, un pouvoir qui s'est installé au-dessus de nous. Il faut comprendre que nous, notre résistance, c'est pour la protection de l'environnement. Souvent, le pouvoir, le gouvernement, ce qu'il veut, c'est les richesses naturelles. Les Autochtones veulent protéger les richesses naturelles. Ils veulent qu'on arrête de surexploiter la terre. Parce que la terre, elle nous a toujours nourris. Elle nous a toujours donné nos vêtements. Elle nous a toujours donné nos habitations. Elle le fait encore. Les maisons, ça prend du bois. Mais quand on veut empêcher les abattis d'arbres, c'est parce qu'on sait qu'on a besoin des arbres pour purifier l'air. Parce que dans le fond, les Autochtones, on est mal vus ou on dérange parce qu'on empêche l'économie. Toujours la question d'économie. On empêche l'économie de prendre plus de place. Moi, je dirais on empêche le capitalisme de prendre toute la place. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça parce qu'ils ont un discours différent qui vient du gouvernement. Le gouvernement, il parle de développer le pays, de toujours devenir plus riche, puis des emplois, puis toujours des promesses qui ne pourront pas nécessairement tenir. Là. Puis nous, on essaye de protéger les territoires, puis on les a protégés déjà avec notre vie. On va continuer à le faire. Moi, je vous dirais, ce qui m'inquiète à l'heure actuelle, puis j'en parle sur les communautés, c'est qu'il y a tellement d'Autochtones qui sortent des communautés. On est presque à 60% maintenant en ville. Bien, si on sort trop des communautés, à un moment donné, le gouvernement va dire « Ah, il n'y a plus personne sur les communautés, on va prendre tout le territoire. » Parce que de toute façon, nos fameuses maisons sur nos fameuses réserves, les maisons nous appartiennent. Le terrain en dessous ne nous appartient pas. C'est un danger énorme. Les personnes, vos employés, je ne sais pas, tout le monde a besoin de comprendre tout ça. Il faut avoir les deux côtés de la réalité actuelle. Les médias et le gouvernement présentent une façon de voir qui est malheureusement pas toujours très claire, qui est comme biaisée. Puis, il y a la vision des Autochtones, leur réalité, leur position, puis leur mission. Thank you, Prakash, for the question. Merci, Marie-Emery, pour la réponse. J'invite maintenant Ron, qui a posé la question dans le chat, à pouvoir poser la question directement à Marie-Émilie. Ron? Hello. Yes, it's basically about the place of treaty in your part of Canada, and I saw that you might interpret the word European to mean
broken promise if I was sitting on the other side. And treaties were the way that I think promises were made in the future, in the past. In Australia, we never did it because we never gave that initial respect. So as you say, there was no conciliation. Therefore, there's no reconciliation. So just wondered what it was about treaties in your area, and whether they existed, whether they are still a factor, because it's, for instance, in Australia, we are heading down that road along with the process of truth-telling. So I just wondered if you had any comments about treaties and their efficacy and their, even now, after so much of the damage has been done. Les promesses, il y en a eu énormément tout au long des siècles passés. Ils n'ont pas été tenus beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, on n'a pas vraiment de possibilité là-dessus. Hein? Les promesses sont faites par qui? Sont faites par le gouvernement. Ben, si le gouvernement ne tient pas ses propres promesses, on n'a aucun moyen pour l'obliger à le faire. Ben, oui, maintenant, on peut. Là, il faut faire attention aussi. Il est important de dire qu'on a déjà commencé à gagner des procès en Cour suprême. On a gagné quelques-uns à l'heure actuelle. Mais la question du territoire, c'est toujours la question qui est la plus chaude, sur laquelle le gouvernement va tenir le plus longtemps. Il n'y a pas d'intérêt à céder des territoires. Il n'y a pas d'intérêt à régler cette question. Tu sais, le problème autochtone, là, ça a commencé en 1830. Les colonisateurs, il y avait un lobby forestier. Puis eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est... Ben là, il y avait fini les animaux, il n'y avait plus assez d'animaux. Maintenant, on ne faisait plus le commerce des animaux parce qu'on a dit, bon, ben les arbres. Parce qu'on coupait des arbres beaucoup pour envoyer ça en Europe pour faire des gros bateaux. Sauf qu'à un moment donné, les Autochtones, ils empêchaient de couper les arbres. Parce que les forestiers sont allés voir le gouvernement et ont dit, hey, les Autochtones, là, ils nous empêchent de couper les arbres, faites quelque chose. Le gouvernement a dit, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Et finalement, comment on règle un problème? Ben, on fait une loi. Parce qu'ils ont fait la loi sur les Indiens, 1876. Maintenant, coupez les arbres que vous voulez, les Indiens, on les met tous dans une réserve. On va vous régler ça comme ça. Mais suite à ça, on a eu les pensionnats. Donc, les pensionnats, c'est une conséquence du lobby forestier. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore le lobby forestier? Ben oui. Ils coupent encore des arbres, puis ils sont supposés, selon la loi, de consulter les Autochtones avant de couper. Ils sont supposés de consulter les Autochtones avant de faire n'importe quelle exploitation de territoire. Mais entre vous et moi, juste un exemple, là, Manawan, dans le temps de la pandémie, il était confiné. Parce que les Atikamekw ne sortaient pas de la communauté de Manawan. Mais quand ils sont sortis en mars 2019, sur à peu près 40 ou 80 kilomètres, je ne me souviens plus du chiffre, il n'y avait plus d'arbres. Ça veut dire que les compagnies forestières, durant le confinement, eux autres, ils avaient coupé les arbres. Puis que le monsieur à Saint-Michel-des-Saints, lui, à la scierie, il a fait des belles planches avec. On n'a pas consulté les Autochtones. Parce que juste ça, déjà, là, ça aiderait tellement si on respectait les propres lois. C'est dans la loi qui est écrit qu'il faut consulter les Autochtones. Ça serait ma réponse. Thank you, Ron, for the question. And, merci, Marie-Émilie, pour la réponse. Donc, notre temps, le temps qui était prévu pour cette rencontre est terminé. J'aimerais inviter Kess, qui est coprésident et trésorier d'Initiative et Changement, à nous adresser le mot de la fin. Et s'il y a des gens qui aimeraient quitter pour d'autres engagements, ou s'il y a des gens qui ont le temps, ils pourraient rester un tout petit peu pour
pour poser des questions s'il y en a. Qu'est-ce? The floor is off. Thank you, Joseph. I hope everybody can hear me. I'll try to be as brief as possible. So on behalf of the Initiatives of Change Canada Board, I would like to deeply thank you, Mary-Emily Lacroix, for that very insightful session. I'm grateful to be able to experience this, this journey of growth with this IFC community. And I'd also like to thank Elizabeth for doing an amazing job at the translation, which I know is very challenging. And if we can get a hand, a little bit of a hand of applause for Elizabeth, I think that would be great. Thank you. And also I'd like to thank Joseph, Joy, and Mariella, and the Circles of Indigenous Worldviews team for all their effort in supporting this and making this possible today. We will be sharing a feedback survey in a later email after the session. Please take a few minutes to fill it out. It will be both in English and in French. There will be more information about the future sessions coming up in French and English emails that will come out to you in the next couple of weeks. These Indigenous Worldview Circles are brought to you by Initiatives of Change Canada. To make more contributions or donations, we'll be sharing a link in the chat. That is a Canada Helps link. I think Mariella has just shared it in the chat. So please use it if you'd like to donate for these circles. For more information about IFC Canada, you can visit www.ca.ifc.org. And the website is both in English and in French. So just trying to, summarize a little bit of what I heard today and, my understanding around this. I think it sort of comes down to, treating each of us as human beings and trying to understand, these hidden systems around us, which we essentially take for granted. Which define, Indigenous people as others or as strangers, or define them as wards of the state. So I think it's important that we understand some of these things and not take them for granted. Through this session, and I was thinking about this book, this audio book that I heard recently. It is called Talking to Strangers, and I would highly recommend this to everybody on this call. The book is written by an author called Malcolm Gladwell, where there is a quote which I'd like to share from the book, which sort of connected, I was just thinking about it and reminded me of our session today. The quote says, "We jump at the chance to judge strangers. We would never do that to ourselves, of course. We are nuanced, complex, and enigmatic. But the stranger is easy. If I can convince you of one thing, it is that the stranger is not easy. Things like this happen because we don't know how to talk to strangers. What do we do when things go awry with strangers? Do we blame the stranger?" With that, thought, I'd like to, try and understand or put out to everybody here, what does truth and history look like now? What is the legacy we want to leave for our children? Thank you so much for everybody for attending this session. And with that note, I'd close the session for today and leave it open for anybody who wants to ask further questions to Mary-Emily. Thank you so much and have a nice evening. Merci, Kes. Donc, la rencontre de ce soir est terminée. Mais s'il y a des questions qui restent, si vous avez des questions, vous pouvez rester quelques minutes. Daniel?
Ton micro est fermé, Daniel. OK. Moi, je dis, oui, c'est pas une question, mais j'ai bien aimé toute cette rétrospective, disons, et ça me ramène toujours à une idée que je me suis faite sur les traités de Wampum à deux voix. C'était une immense illusion, une immense naïveté, irréalisable, parce que quand ils ont fait ça, aucune des deux parties ne connaissait vraiment la voix de l'autre et ne voyait pas à quel point elles étaient contradictoires. Les autochtones enfin, ne savaient pas quel était le mode de vie que les arrivants amenaient. Les nouveaux arrivants ne savaient pas c'était quoi l'épaisseur du mode de vie de ceux qu'ils rencontraient et comment entre les sédentaires et les nomades, entre les chasseurs-cueilleurs et les industriels, si on peut dire, comment ça ne pouvait pas marcher. Les autochtones ont été heureux de recevoir des chaudrons, des haches, des choses en métal. Ils ne savaient pas que pour produire ces objets-là, il fallait des mines, il fallait faire de l'extraction, il fallait agresser la terre-mère. Ils ne réalisaient pas. Ils l'ont réalisé rapidement au fur et à mesure, mais au départ, je pense que c'était une immense illusion des deux côtés, pas forcément avec mauvaise volonté. Tout le monde devait croire que ça serait possible d'avoir cette coexistence pacifique. Mais en réalité, c'était un choc de civilisation qui continue et qui est loin d'être réglé parce que même dans la jeunesse autochtone, il y a encore cette idée, la terre, la préservation, tout en vivant un mode de vie industriel. Il y a des cadavres d'auto sur les réserves dans les villages autochtones. Il y a de l'acier qui pourrit. Ça vient d'où? Tout le monde a des frigidaires en métal et autres, même ceux qui ont la meilleure bonne volonté pour sauvegarder la création. Il y a des grandes illusions, on vit sur des illusions. Je ne sais pas comment ça se réglera, mais en tout cas, moi, c'est un peu le bilan que je fais quand je vois tout ça. Voilà, c'est peut-être un peu pessimiste, mais... Ben, moi, je voudrais juste dire, oui, peut-être de naïveté, mais la naïveté était surtout, je disais, enrobée avec beaucoup d'accueil, beaucoup de générosité. Mais c'était ça, être humain. Alors que peut-être les colonisateurs sont arrivés avec une idée de grandeur, de capitalisme et de contrôle. Mais ça, c'est ça, c'était malsain. Parce que c'est deux visions qui se sont rencontrées, qui se sont heurtées, qui ont amené un choc épouvantable. Mais il y a eu un manque d'honnêteté à quelque part. Puis ça, c'est sûr. Puis est-ce que ça continue? Ben là, je vais vous laisser répondre. OK. Merci, Daniel, pour ton constat et Marie-Émilie pour tes commentaires. Alors, Bénédicte, ton micro est fermé, Bénédicte. Voilà. OK. Là, c'est bon. Très Merci, bien. Marie-Amélie, de nous avoir fait traverser cette page d'histoire. Moi, ce n'est pas une question, c'est une réflexion que j'ai depuis un moment. Moi, j'ai travaillé entre autres en Europe aussi, et on parlait beaucoup à l'époque, et j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps aussi ici, au Québec, l'approche des communautés de destin. Je vous explique. Il y a aujourd'hui, on est beaucoup dans une communauté d'appartenance. J'appartiens à tel groupe éthique, culturel, ethnique. J'appartiens, je vais faire exprès de prendre des exemples autres que les autochtones, mais j'appartiens au peuple hongrois, j'appartiens au peuple ukrainien, j'appartiens... Et ma terre, elle est ma terre. Donc, j'ai ma terre de la Hongrie, et la Hongrie, elle a été découpée en petits morceaux, il reste plus rien, mais si je voulais récupérer la Hongrie en entier, il faudrait récupérer un morceau de l'Autriche, de la Roumanie, de la Slovénie, de partout. Parce que, bon. Et tout ça, c'est des communautés d'appartenance. Et aujourd'hui, toute la question, c'est comment on vit en communauté de destin, c'est-à-dire de plus se dire...
Bien sûr, la Terre, on est tellement nombreux sur cette Terre. Aujourd'hui, il y a des Blancs, il y a de tous les peuples hein, sur la Terre du Canada. Et la base, c'est les autochtones. Comment on avance ensemble dans un même destin? Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. Comment j'avance? Bien sûr que les autres, avec la différence des autres, on avance vers quelque chose qui nous est commun, un destin commun. Quand tu disais, Marie-Émilie, la question de la Terre, ben la Terre, elle est commune à tous, donc on part ensemble sur un morceau de terre qui est celui de là où j'habite avec celui qui est mon voisin. Et ça change le point de vue pour pouvoir avancer ensemble. Qui n'est plus les points de vue d'un communautarisme, quoi, dans lequel on est en train vraiment de... beaucoup de pays sont là-dedans aujourd'hui. Et c'est ça qui fait les guerres, entre autres. C'est quand je veux récupérer le bout de terrain qui, soi-disant, est à moi. Ou qu'il était à moi au XVIIe siècle ou au XIXe siècle. On n'en est plus là. Il faut dire comment je vis ce destin d'être ensemble et que moi, je suis là immigrée sur la terre du Québec avec mes amis autochtones, avec les Québécois de souche, avec les anglophones de souche et les anglophones de non-souche. Et comment est-ce qu'on vit parce que je construis aujourd'hui, quoi. Donc, c'est toute ma méditation actuelle, dire une autre approche de la vie qui peut-être nous permettrait d'avancer dans une... Parce que je comprends très bien ce que tu dis, Marie-Émilie, la réconciliation, c'est pas évident, hein, mais au moins dans marcher ensemble et pas marcher l'un à côté de l'autre, hein, comme la ceinture wampum, mais d'avancer pas après pas en reconnaissant la différence de chacun, en reconnaissant que c'est une grâce, la différence, justement. Voilà. On peut marcher ensemble à côté de l'autre, hein, se tenant la main. Exactement, c'est exactement ça. Et là, la communauté de destin, c'est ça pour moi. Hey. Mais tu sais, ça serait difficile d'avoir un seul point de vue. Ça serait l'idéal. Et ensuite, il y a des gens qui veulent avoir du pouvoir plus de contrôle. Mais il n'y aura jamais de solution à ça. Non, il faut juste apprendre à faire chacun notre chemin dans notre direction. Puis les autres font leur chemin dans une autre direction. Puis on fait le mieux possible, on est la meilleure personne possible, puis on crée le plus de bonheur possible autour de nous. Puis je pense que c'est ça qu'on veut et qu'on peut faire. Merci. Merci beaucoup, Francine. Je voudrais simplement appuyer ce que la conférencière a dit au sujet de le premier pas vers la réconciliation, ce serait l'éducation. En 90, quand j'ai entendu parler de la crise d'Oka, ce qui se passait le 11 juillet, je ne connaissais même pas le mot Mohawk. Je ne savais même pas qu'il y avait une communauté là. Et puis même, je suis allée prendre le traversier à Oka jusqu'à Hudson avec mes enfants quand ils étaient jeunes. Je ne connaissais même pas, je ne savais même pas qu'il y avait une communauté autochtone. Donc, je pense que l'éducation a fait un bon bout de chemin depuis 90, 32 ans. Il y a beaucoup, même nos journalistes sont mieux éduqués parce qu'en 90, les journalistes qui couvraient la crise ne connaissaient pas les enjeux, tout ce qui se tramait autour de cette résistance dont on a parlé ce soir. Puis, ça me fait penser qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Le peuple périt par manque de connaissances ». Quand on est ignorant d'une situation, comment on peut se réconcilier avec elle? Puis, j'étais au Powwow Kanesatake au mois d'août dernier et j'ai remarqué une affluence. Il y avait au moins 10 fois plus de personnes que les années antérieures, là, mis à part les années de pandémie où il n'y a pas eu de rassemblement. Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de connaissances. Moi, ça me donne de l'espoir.
On enseigne de plus en plus aux enfants dans les écoles des réalités au sujet de sujets qu'on ignorait. Qui savait en 90 qu'il y avait eu des pensionnats où 150 000 enfants avaient été envoyés, où plus de 6 000 sont morts dans les pensionnats? Qui savait ça? Et c'est peu à peu qu'on découvre des choses et de plus en plus, il y a des bons reportages, il y a des bons entretiens, entre autres à Radio-Canada. Je pense que le monde est de plus en plus éduqué sur ce qui est arrivé, qu'on a fait subir au fil des siècles aux Autochtones, pas juste le gouvernement, mais le clergé aussi. On vient juste de finir d'écouter le 4e épisode là, d'une série faite par Sonia. J'ai oublié son nom. Oui, on vient de finir ça. Ça s'appelle Pour toi, Flora. Je ne sais pas si c'est disponible en anglais, mais ça dépeint la réalité de 2 petits-enfants qui ont grandi dans les pensionnats, puis les troubles intergénérationnels, puis psychologiques qui sont demeurés là, après avoir vécu dans les pensionnats. Donc, moi, j'ai de l'espoir avec les exercices des couvertures aussi. Mon mari et moi, on en a fait une 50aine en 5 ans, puis on voyait que les gens voulaient savoir, posaient des questions, étaient touchés en apprenant des faits qui leur ont été cachés, mais aussi, ils étaient touchés aussi de leur ignorance, comme moi, je l'ai été touchée en 90, lorsque en 20 secondes, 90 coups de feu ont été tirés, dont un projectile a atteint mon frère, le caporal Lemay. Alors, c'est tout un cheminement qui nous est personnel à chacun pour s'approcher, pour connaître l'autre. C'est mon grain de sel pour ce soir. Merci, Émilie. Merci, Francine. Merci beaucoup. J'étais contente de te voir. Oui. Moi aussi. Hey. Merci beaucoup, Francine. Les Canadiens ont eu un sentiment, puis il y en a qui l'ont encore, d'avoir été trahis par leur propre gouvernement. À cause, justement, qu'ils n'ont pas eu l'information. Et qu'ils ont détesté des gens durant des siècles à cause d'une position mensongère de la part de leur propre gouvernement. Quand on a découvert le nombre d'enfants qui avaient été dans les pensionnats, le nombre d'enfants qui sont morts, n'oubliez pas la rafle des années 60. On n'en parle jamais assez de cette rafle-là. Moi, j'ai été adoptée durant cette rafle-là. Puis hier, j'allais prendre l'essence à Wendake. La fille, elle me dit « Votre carte, madame? » Je ne sais pas. Mais voyons, comment ça? J'ai été adoptée. On est 40 000 comme ça. On n'est pas des Autochtones. On n'a pas le droit d'être qui on est. Ça fait mal, ça. On passe notre vie comme ça. Bon, moi, j'ai trouvé ma famille parce que j'ai cherché, là. Mais au Québec, on ne nous aide pas pour trouver notre famille. C'est des conséquences à long terme. C'est des séquelles de la violence, c'est des violences coloniales qu'on vit à long terme. Bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer sur le message d'espoir de Francine. Marie-Émilie? Oui, je ne veux pas vous oublier. Il y a un film extraordinaire qui passe ces temps-ci, que vous pouvez aller voir. Beans. C'est la suite d'Oka. C'est une jeune fille de 12 ans qui a vécu la crise d'Oka, la résistance d'Oka de son côté. Puis, bon, il y a eu un peu de romance de rajouter, que je trouve ça moins drôle, là. Mais vous avez des documents d'archives là-dedans. Beans, comme les beans qu'on mange. Parce que son vrai nom, c'était... c'est quoi son vrai nom? Terry, je pense. En tout cas, je l'ai oublié son nom. Mais c'est l'histoire vraie de cette jeune fille-là qui a vécu Beans, comme c'est écrit là. Il est en anglais, puis il est en français. Mais je ne sais pas, moi je l'ai eu parce que j'étais à l'université, il l'avait acheté, là. Je ne sais pas s'il est encore disponible à quelque part. Mais sinon, il va sortir, il va finir par sortir dans le public, là. Mais c'est vraiment les impacts de la crise d'Oka.
Très bien. Merci beaucoup, Marie-Émilie. Alors, merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Alors, bonne soirée. Thank you. Miaou. À la prochaine. Bye. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Miaou. Merci, Merci. Joseph. À bientôt. Bonsoir, à bientôt. Bye. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir.